monde. Salut Salut Pablo. Catherine. Salut à tous. Bonne année. Bonne année, oui, Ben effectivement. Oui. Premier débrief de l'année 2024. Donc, et quel débrief et quel débrief, et quel début d'année. Mais oui. Et quel début d'année. Ça commence sur les chapeaux roux politiquement, avec un remaniement, un changement de Premier ministre, des nouveaux ministres dont on va vous parler tout de suite. On parlera aussi un peu du Parti communiste français et de ce qui est un peu passé sous les radars des principaux médias, hélas, mais c'est la plainte qui a été déposée à la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud contre Israël. Donc on reviendra pour génocide. Pour génocide, exactement. On reviendra là-dessus dans ce débrief. Donc, tout de suite, sans plus attendre, le remaniement. Donc, nous avons un nouveau Premier ministre en la personne de Gabriel Attal. Comme ça a été souligné maintes et maintes fois. S'il y en a qui sont pas au courant. C'est le plus jeune Premier ministre de toutes les républiques. Si on prend les premiers ministres et les présidents du Conseil, à 34 ans. Et puis, on a eu aussi le nom des 11 premiers ministres du gouvernement, avec quand même la principale surprise, ou la principale prise, hein, même pas besoin de dire surprise, c'est Rachida Dati, donc qui était conseillère de Paris et maire du 7e arrondissement, ancienne ministre de la Justice, membre des LR jusqu'à ce matin, qui devient ministre de la Culture en remplacement de Rima Abdul-Malak, dont a priori ce qu'elle a raconté sur Gérard Depardieu en disant qu'il ne faisait pas l'honneur de la France et que potentiellement il fallait lui enlever sa Légion d'honneur, a priori ça n'a pas plu à notre cher président de la République, qui lui avait soutenu le contraire et avait dit que c'était un honneur pour la France. Qu'il a soutenu après elle. Qu'il a soutenu après elle, effectivement. Donc elle ne l'avait pas dédié, hein, oui, c'est ça. Mais elle s'était avancée voilà. un peu trop par rapport à la direction que voulait donner Emmanuel Macron. Moi, le premier sentiment que j'ai en voyant ce nouveau gouvernement, c'est qu'il y a une barre à droite toute qui est donnée. Hein, je veux dire, sur les 11 ministres, il y en a 8 qui sont des anciens sarkozystes. Hein, c'est même pas la droite. Enfin, c'est bien sûr la droite, mais c'est vraiment des sarkozystes. Hein, Bruno Le Maire, Le Cornu, Catherine Vautrin, Rachida Dati et j'en passe. Et Darmanin, et Aurore Berger. Tout ça, c'était la team Sarkozy de 2016 qui se retrouve au gouvernement. Je veux dire, on a le macronisme tel qu'il avait été préfiguré en 2016-2017, c'était une proposition en gros néolibérale progressiste. Aujourd'hui, ce n'est guère autre chose que du sarkozysme néolibéral, conservateur, autoritaire. Exactement, avec... Quand j'ai écouté les premières prises de parole de Gabriel Attal, le Premier ministre, à la fois devant Matignon et puis il a fait plusieurs déplacements. Je veux dire, les mots qu'il utilise, c'est réarmement, régénération, sécurité, et puis voilà. Et action. Et action, résultat. Bon, ça veut pas dire grand-chose, c'est de la communication. Mais il a quand même mis l'accent, c'était son premier déplacement, il l'a fait dans les auprès des gens qui étaient victimes des inondations dans le nord de la France. Et même là, il a utilisé le mot autorité. Puis le deuxième, c'était avec Gérald Darmanin dans un commissariat pour dire que l'important, c'était la sécurité, il fallait plus de policiers, il fallait remettre de l'autorité, hein, de la sécurité. Enfin, je veux dire, exactement. Et moi, c'est là où je voudrais en venir, c'est que il a été mis l'accent sur le fait que Gabriel Attal venait du Parti socialiste. Mais comme on dit, quand on vient de quelque part, c'est qu'on n'y est plus. Donc s'il venait effectivement de la gauche, d'une certaine gauche, aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y est plus. Parce que les premiers discours qu'il a tenus, et on reviendra, je te laisserai parler du bilan de Gabriel Attal, à la fois au budget, mais surtout à l'éducation nationale, où il a fait un passage éphémère, mais quand même assez marquant.
Gabriel Attal, dans ses premiers discours qu'il a tenus, c'est des discours qu'aurait pu tenir Gérald Darmanin. Enfin, je veux dire, ils auraient pu être signés et contre-signés par Gérald Darmanin. Et donc, en fait, ce que je vois dans ce gouvernement, c'est des gens qu'on présente comme différents, enfin, je veux dire, qui ont des parcours, parfois, qui sont un peu différents. Certains viennent de la société civile, d'autres de partis politiques qui ont été autrefois opposés. Mais à la fin, ça fait un grand melting pot, et ça fait un grand gloubi-boulga, et puis ils finissent tous par dire exactement la même chose, et à tenir exactement la même ligne politique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, hélas, moi je le regrette, de rapport de force, en fait, à l'intérieur du gouvernement, où on pourrait se dire, tiens, là, on a les ministres qui sont un peu plus à gauche, qui tiennent des discours sur les libertés publiques, qui sont un peu différents, ils ont une vision de la société, notamment en ce qui concerne la sécurité, qui passe pas forcément par de l'autorité avec des baïonnettes et le bruit des bottes. Mais non, il n'y a plus ces rapports de force. Tout le monde, en fait, tient exactement le même discours, qui est, à mon sens, le discours d'Emmanuel Macron, celui que aujourd'hui il entend, la direction qu'il entend proposer ou plutôt imposer à la France, parce que, et j'en terminerai là-dessus, une des raisons pour lesquelles il y a eu ce remaniement, c'est qu'il y avait un blocage institutionnel relatif, hein, mais quand même qui ressemblait à un blocage. Elisabeth Borne a été une des premières ministres qui a déclenché le plus de 49.3. Donc elle n'a pas égalé Michel Rocard, mais parce qu'elle n'a pas eu le temps. En nombre de 49.3 par année, là par contre, elle est la première ministre. Et donc, ils sont bloqués, ils n'ont pas de majorité. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font? La première chose, c'est qu'ils vont choper une des voix les plus populaires, les plus médiatiques et donc les plus, comment on dit, prégnantes DLR, en la personne de Rachida Dati. Donc là, je me dis, genre, bon, je pensais qu'ils allaient faire des lois avec la validation DLR, mais je vois mal Éric Ciotti et Olivier Marleix et Bruno Retailleau valider le fait qu'on vienne leur piquer une de leurs figures de proue. Donc je me pose même la question de savoir s'ils ne vont pas finalement voter la motion de censure au gouvernement en disant non mais là vous arrêtez de nous déplumer quoi. Genre je veux dire au bout d'un moment ils sont censés quand même eux avoir leur contingent de soldats et de soldates dont Rachida Dati était une des figures marquantes et genre Emmanuel Macron il vient leur chipper. Je trouve ça pour ce que ça dit en fait de la perspective institutionnelle et de potentiel déblocage de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'enferrer avant même que ça ait commencé dans une impasse. Alors, moi, je pense que ce remaniement confirme quelque chose qu'avait dit Dati. Elle avait dit la Macronie, c'est des traîtres de gauche et des traîtres de droite. Faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça ressort avec Internet 2 ans après. Mais je pense qu'elle disait quelque chose de juste. Alors moi, c'est pas la traîtrise qui m'intéresse. Il y a une dimension de traîtrise évidente. Mais c'est pas ça qui me marque le plus. C'est qu'en fait, on en vient à la vérité qui avait été vue par François Bayrou en 2007 et qui a été vue par Nicolas Sarkozy d'une certaine manière, mais aussi par Emmanuel Macron. C'est qu'il y avait des convergences à gauche et à droite qui rendaient possible cette idée du dépassement des clivages artificiels entre la gauche et la droite. Et ça, c'était quand même le discours qu'avait tenu Bayrou et qui lui avait fait un certain succès en 2007. Et c'était ça qu'avait incarné Emmanuel Macron en 2017. On va dépasser ces artificiels clivages. Et finalement, on se rend compte, parce que il y a des gens qui viennent de la gauche, des gens qui viennent de la droite, mais au fond, ils sont pu et ils peuvent gouverner ensemble. C'est-à-dire que même tous ceux qui se sont fait lourder malproprement, parce que juste ils avaient un petit état d'âme,
parce qu'ils n'ont quand même rien dit, en dehors de Aurélien, sur la loi immigration. Sur la loi immigration, en dehors de Aurélien Rousseau, qui a été quand même le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pour la réforme des retraites. C'est-à-dire que, certes, la loi immigration, c'était le truc qu'il ne pouvait pas avaler, mais enfin, dans le genre mise en œuvre d'une réforme dégueulasse, il a pu l'avaler. On ne peut pas vraiment dire que c'était une loi de gauche, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, cette convergence profonde idéologique entre la gauche et la droite, elle était là et elle reste là. Donc, la question qui se pose pour les LR et à mon avis comme pour les socialistes, c'est celle de la définition de leur projet. Au fond, est-ce qu'ils sont capables de proposer quelque chose qui ne soit pas une nuance, une variation sur le thème de la Macronie? C'est-à-dire que, est-ce que les socialistes sont capables d'avoir une proposition politique qui ne soit pas social-libérale? Et est-ce que les LR sont capables d'avoir une proposition qui ne soit pas social-libérale? Donc, avec des nuances dans le conservatisme et l'autoritarisme, parce que je pense qu'il n'y a pas de caractère inéluctable à la loi immigration. Ça, c'est vraiment un choix délibéré et tactique politicien, à mon avis. Donc, on peut être social-libéral sans être totalement xénophobe. Bon. Mais néanmoins, au fond, l'idée qu'ils se font de la marche du monde, de l'avenir de la France dans ce monde et du retour à une certaine efficacité de l'État, de la politique, compétitivité, élévation de la culture, des connaissances, etc., ils convergent sur les propositions. Et c'est ça qui est, à mon avis, est encore de nouveau révélé cette fois-ci. Ça veut dire que la Macronie de gauche n'existe pas plus que la Macronie de droite. C'est que la Macronie, elle est ce truc-là qui était cette espèce de... qui avait été théorisé, je crois que c'était par Clément Beaune, qui avait théorisé que la Macronie, c'était le cercle de la raison. Voilà, oh. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on converge vers cette même appréciation d'une politique nécessaire, des politiques publiques nécessaires pour la France. Voilà, donc je trouve qu'on est un peu au bout de l'affaire, parce que si on n'est pas d'accord avec ça, et si on n'est pas satisfait par ça, reste entière la question de l'alternative. Donc l'extrême droite, elle est bien installée dans son alternative, et à mon avis, là, il y a quelque chose qui s'est détaché, qui s'est dégagé dans le ciel politique pour la gauche, parce que, évidemment, l'idée qu'on peut être, je dirais, dans le camp du progrès et du côté d'Emmanuel Macron, ça, je pense que c'est une idée qui s'est dissipée. Donc, du coup, il y a certainement beaucoup de gens, tout le monde se souvient qu'en 2017, 40% des électeurs de François Hollande avaient voté pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que je ne sais pas combien c'était en 2022, mais ça veut dire que quand même, il avait réussi à emporter cette idée. Et c'est pour ça qu'on continue de parler des gens qui viennent de la gauche. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce storytelling de « je viens de la gauche », etc., avait quand même bien fonctionné. Il ne fonctionne plus. Là, au moins, la clarification, elle est faite. Maintenant, qu'est-ce que la gauche va savoir en faire? Ça, c'est pas donné. Je pense que Olivier Faure doit avoir du souci à se faire, à mon avis, parce que pour l'instant, son hypothèse politique était de dire le Parti socialiste a perdu son influence, son poids politique parce qu'il a perdu les relations avec l'histoire de la gauche bien ancrée à gauche. Il voulait réancrer le Parti socialiste à gauche. Et là, il y a un espace entre Olivier Faure et Emmanuel Macron qui s'ouvre et qui va être occupé par exemple par quelqu'un comme Glucksmann lors de l'élection européenne. Glucksmann, c'est pas vraiment la gauche-gauche, quoi. Et donc Glucksmann peut se retrouver porté par cette situation politique nouvelle. Alors, il faut que la gauche se pose la question de qu'est-ce qu'elle fait de ça. D'autant que
le récit aujourd'hui qui est proposé par la Macronie, c'est de dire Gabriel Attal, il est aussi là du haut de son jeune âge, du haut de son aisance à la communication 2.0, enfin du moment, etc., sa modernité en quelque sorte. Il va être le parfait opposant à Jordan Bardella du Rassemblement national. C'est ça qui est raconté. Mais je ne sais pas comment ils peuvent imaginer qu'il suffit d'avoir le même âge pour être un opposant parfait. Non, mais franchement, quoi. Je pense que c'est aller chercher du côté de la modernité, c'est-à-dire que, en gros, ils ont des façons d'être, des façons de faire. Là, j'ai vu, par exemple, ce matin dans le Huffington Post, que Gabriel Attal avait participé à une série, qui est une série télé, dans laquelle il joue son propre rôle, qui est un truc de France Télévisions, qui est fait par des jeunes de lycées de banlieue du nord de Paris. Et voilà, et il participe à ça. C'est-à-dire que, tu vois, il est parfaitement raccord avec la façon dont souvent les vieux imaginent que les jeunes doivent faire de la politique. Et Bardella, c'est la même chose. Bardella, il est aussi très apprécié quand tu regardes les sondages d'opinion, il est très apprécié par les jeunes. C'est noté par les gens qui suivent le Rassemblement national. Quand Jordan Bardella fait un déplacement, c'est de la folie le nombre de selfies que des gens entre 15 et 20 ans lui demandent. C'est-à-dire que c'est une petite pop star, quoi. Et en ça, ils imaginent qu'ils vont pouvoir, en gros, qu'ils sont un peu sur le même terrain. Moi, je pense que le principal problème, c'est que ça active un clivage, enfin, la proposition de clivage qui est entre la droite et l'extrême droite, elle est excessivement délétère pour le débat public. Moi, je ne vois pas comment, et pour la démocratie, enfin pour la République et pour la démocratie en général, je ne vois pas en fait comment est-ce que on peut, comment la démocratie en fait et la République française peut s'en sortir si on ne réactive pas un clivage gauche-droite clair. C'est-à-dire que si l'alternative à la droite néolibérale progressiste, ce n'est pas la gauche. En fait, si c'est l'extrême droite, alors on est mort parce que eux, leur proposition, on le sait très bien, ça a été analysé maintes et maintes fois, elle est elle est à la limite en fait de la sortie de l'état de droit, voire elle fait une proposition de sortie complète de l'état de droit, et en tous les cas elle est en rupture totale avec de nombreuses traditions françaises liées à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Ça, c'était pour la première chose. La deuxième chose importante, c'est le peu de cas qu'Emmanuel Macron fait pas de ses administrés, mais des fonctionnaires en général. Quand tu regardes, ou des gens en fait qui sont liés à un ministère. Quand tu regardes par exemple le ministère de la Culture, la nomination de Rachida Dati, qui, c'est pas lui faire offense que de dire qu'elle n'y connaît rien. En tout cas, elle n'est pas identifiée spécialement sur ce sujet. Mais c'est un camouflet en fait qui est fait à l'ensemble des acteurs et des actrices de ce secteur. Et c'est comme ça que d'ores et déjà, ils ressentent cette nomination. Il avait été pensé par exemple que Claire Chazal pouvait briguer ce poste. Je dis pas que ça aurait été mieux ou moins bien. Je dis juste que Claire Chazal est une figure identifiée aujourd'hui de la culture. Elle participe à de nombreux conseils d'administration. Elle s'y connaît. Elle va au théâtre, elle va au cinéma. Elle en parle dans ses émissions depuis plein d'années. Voilà. Je dis pas que sa politique aurait été bien. C'est pas ça le sujet. Mais au moins elle est identifiée. Là, on nomme Rachida Dati sous le prétexte d'un complot, mais non, d'un deal de coin de table pour Paris 2026, et on nomme Rachida Dati. Donc évidemment, c'est très choquant. De la même manière, il n'y a pas aujourd'hui de ministre plénipotentiaire en charge de la santé, alors qu'on sait à quel point ce ministère, enfin ce secteur même, est en souffrance aujourd'hui. Là, on a Catherine Vautrin qui est à la tête d'un ministère où elle a plein de trucs absolument différents, dont la santé. Donc a priori, ce sera Agnès Pannier-Runacher qui sera sa ministre déléguée à la santé tout spécifiquement. Mais c'est dire aussi voilà, le peu de cas qu'il donne au personnel de santé, au personnel soignant qui aujourd'hui voilà, sont ultra nécessaires et ils sont complètement reniés. La troisième chose, c'est l'agrandissement du portefeuille d'Amélie Oudéa-Castéra, qui était en charge de la jeunesse et des sports, et en charge des Jeux Olympiques 2024, qui là se voit attribuer un portefeuille dans lequel il y a la jeunesse, les sports, les JO 2024, mais aussi
l'éducation nationale. C'est un des plus gros portefeuilles de tout le gouvernement qu'on lui rajoute à ça. Mais donc du coup, les syndicats de profs, ce matin, je lisais, leur communiqué était là, non mais on se fout de notre gueule. Enfin, l'école va mal, on a des profs et des personnels éducatifs qui sont en souffrance, et on nous colle une ministre qui va être une ministre à mi-temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, donc du coup, c'est ça la proposition d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal. C'est de dire, on n'en a rien à foutre de vous, vous allez voir, on va continuer notre chemin sans prendre en considération les acteurs et les actrices de chaque secteur, qui sont pourtant, à mon sens, d'abord, qui doivent être les acteurs et les actrices de toute transformation de ces secteurs, mais qui, surtout, dont on doit avoir l'assentiment pour proposer une alternative aux impasses, en fait, dans lesquelles aujourd'hui sont ces secteurs. Mais ils en ont absolument rien à faire. Ils vont sûrement faire des propositions de réforme, prolonger ce qu'a fait Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, mais sans les profs, du coup. Parce que les profs, aujourd'hui, déjà, ils sont en défiance vis-à-vis de leur ministre. Donc je ne vois pas en fait comment ce gouvernement va pouvoir tenir dans la durée. Je vois déjà genre les grèves qui vont s'organiser en disant mais vous n'en avez rien à foutre de nous, etc., etc. Moi, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit ça, la bonne interprétation. C'est que je pense que c'est les ministres dont ils n'ont rien à foutre. C'est-à-dire que c'est pas... Ce que je pense, c'est que c'est la haute fonction publique qui va diriger les ministères, et que les ministres, on s'en fout. Regarde, Elisabeth Borne, qui c'est qui racontait ça? Je ne sais plus quel est le dirigeant qui est politique ou syndical, qui disait, quand j'allais voir Elisabeth Borne, je pense que c'est Faure qui disait ça, quand j'allais la voir, je voyais bien qu'elle n'avait aucune marge de manœuvre, aucune marge de négociation. Elle n'était que le rapporteur de la décision d'Emmanuel Macron. Elle était là pour appliquer une décision qui lui échappait. Quand tu es la première ministre et que tu n'as pas de marge de manœuvre, ce qui sera le cas pour Gabriel Attal, il aura des marges de manœuvre pour aller sur les plateaux télé, pour faire des bons mots, pour être un bon débatteur, etc. Mais du point de vue de l'application de la politique, moi je crois qu'au contraire, on est enfin, ce que tu dis sur ces ministres qui changent de portefeuille, qui accumulent des portefeuilles gigantesques, etc. En fait, je pense qu'ils n'ont pas véritablement de poids politique. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont décider. Donc ce n'est pas qu'on n'en a rien à foutre des profs et des fonctionnaires et des agriculteurs et je sais pas quoi. C'est pas tellement ça. Enfin moi je crois que c'est plutôt une aggravation sans fin de la concentration du pouvoir à l'Élysée et du côté du secrétariat général de l'Élysée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur ce que tu as dit sur Gabriel Attal comme contre-feu pour s'opposer au Rassemblement national. Je pense que ça, tu as raison, que certainement ça a compté, parce que Gabriel Attal, tout le monde l'a dit et redit, c'est un monsieur très populaire, et qui fait partie des plus populaires comme Jordan Bardella. Donc il y a quelque chose il y a une espèce d'élixir de jouvence qu'on espère avoir avec Gabriel Attal face à Jordan Bardella pour mener le combat, enfin on espère, que Macron espère avoir pour mener le combat dès l'élection européenne. Et là je pense qu'il y a vraiment, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, c'est qu'il y a un choix politique et donc qui n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que c'est vraiment comme ça qu'il envisage la chose, c'est qu'il pense mettre face à Jordan Bardella, d'une certaine manière, un type qui a, comme tu dis, tous les mêmes codes générationnels que Jordan Bardella, et qui va pouvoir se prévaloir, face à Jordan Bardella, de la mise en œuvre de la politique de Jordan Bardella. C'est-à-dire que si on regarde, je sais que c'est choquant ce que je vais dire, mais si on regarde ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation nationale, il a envoyé absolument tous les clignotants qui sont attendus par la droite la plus réactionnaire ou l'extrême droite. Donc l'histoire de l'abaya, puis l'histoire de l'uniforme, puis le redoublement, puis le BEPC qui va servir de barrière pour rentrer au lycée, puis on homogénéise plus les notes, c'est-à-dire que si tu as un fou furieux qui te fout une tarte, c'est tant pis pour toi. Puis les classes de niveau. Et puis les classes, voilà, merci, je savais qu'il y en avait une formidable que j'oubliais, puis les classes de niveau. Tout ça, ça raconte, d'abord ça raconte une méthode,
parce qu'il a fait tout ça, il l'a annoncé, c'est pas passé par l'Assemblée nationale, donc on ne discute pas à l'Assemblée nationale, on y va par décision, par décret, par règlement. Et deuxièmement, ça a une cohérence politique. Et la cohérence politique, c'est on ne se fera pas prendre en défaut par l'extrême droite, comme d'ailleurs sur la loi immigration. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que l'extrême droite se trouve démonétisée par dans ses récriminations. Eh bien, moi, je crois que là, c'est vraiment, mais c'est hallucinant qu'ils fassent un choix pareil. Parce que ce choix-là, c'est véritablement le choix alors, puisque c'est le mot à la mode cette année 2024, ils font le choix du désarmement idéologique. C'est-à-dire, au lieu de contester la proposition de l'extrême droite, sur le fond, il l'avalise, tout le monde l'a dit. Quand Marine Le Pen, quand on s'est quitté en 2023, Marine Le Pen disait on a remporté une grande victoire idéologique, mais c'est évident, et pas seulement sur la question de l'immigration. Elle remporte une victoire idéologique sur de très nombreux sujets. L'affaire Depardieu, par exemple, la question du traitement les suites de cet été 2020, des violences de cet été, enfin des émeutes de l'été, l'école, la loi immigration, etc., etc. On est devant c'est pas une débandade, parce que si c'était une débandade, c'est que ça partirait comme ça. Non, il y a l'idée que c'est comme ça qu'on va combattre le Front National. Ben non, Sarkozy avait fait cette expérience, cette proposition. Il avait réussi à affaiblir Jean-Marie Le Pen. Encore une fois, je le répète, je l'ai déjà dit une fois, Jean-Marie Le Pen était en fin de course et il n'avait pas du tout ni la force ni la dynamique qu'a le Rassemblement national et l'extrême droite qui, globalement, commence à peser autour de 40%. Donc la puissance de l'extrême droite va les avaler. Donc c'est un calcul catastrophique. Franchement, je le trouve pathétique et tellement faux. Tu vois, pendant mes vacances, j'ai regardé un truc qui m'a sidéré. Londres, il y a 2 grandes villes de rang mondial en Europe, c'est-à-dire des villes qui comptent à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, c'est Londres et Paris. Londres, les projections démographiques, c'est qu'en 2050, plus de 40% des habitants de Londres seront nés en dehors de l'Angleterre. En dehors du Royaume-Uni, pardon. C'est-à-dire que le poids de l'immigration à Londres va être considérable. Et c'est ça qui installe la dynamique et la puissance de Londres. Et nous, on est en train d'avoir cette loi immigration, piteuse. On est en train de se plier, de se replier sur nous-mêmes, de fermer nos portes, de renvoyer les étudiants étrangers. Donc ça, Macron, il le sait. Macron, il le sait, ça. Qu'il n'y a pas de modernité, de dynamisme, d'influence d'un pays et de puissance, d'une certaine manière, sans une relation avec le reste du monde. Il le sait. Mais il croit que pour combattre le Front National, il faut faire ça. C'est affreux. Complètement con. Surtout. Ceci étant, la fin de l'affaire, c'est que quand même, il le fait pour contrecarrer la montée du Front National, parce que là, aux élections européennes, ça va être chaud patate. Mais il n'a rien résolu. Ce que tu as dit tout à l'heure est totalement exact. C'est-à-dire qu'à l'Assemblée nationale, il a certainement plutôt exaspéré les Républicains. Bon, le RN, ils attendent leur heure, mais il n'a pas seulement fait ça, il a aussi froissé François Bayrou, qui déciderait apparemment, il évoque l'idée de faire une liste aux européennes. Je pense que Édouard Philippe et son parti doivent prendre très très moyennement le fait que Franck Riester a été foutu dehors d'une part, et d'autre part qu'il y ait quelqu'un qui a été adoubé à sa place, parce que je veux dire, c'est quand même Gabriel Attal, il est adoubé en tant que l'héritier légitime, puisque tout le monde rappelle qu'il était de la première heure, etc., etc. Donc ça veut dire que lui, il ne doit pas être très très ravi de cette mise sur orbite d'un Premier ministre, plus jeune et légitimé par Macron.
Ça veut dire la fameuse, on peut rajouter à ça aussi la fameuse gauche, je mets des très très gros guillemets, de la Macronie. Je veux dire. Ils sont tous lourdés. Ah bah là, ils sont tous lourdés. Les députés. Mais ils feront rien. Mais ils feront rien, eux. À la fois ils feront rien. À la fois, ils ont été incapables de faire quelque chose avant. Donc là, ils se sont abstenus. Voilà, ce qu'ils ont fait, il y en a quand même quelques-uns qui se sont abstenus ou ont voté contre la loi immigration. Mais ils n'ont pas. Les deux autres là. Bayrou et Gérard Philippe. Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe du Havre. Fanfan la Tulipe du Havre. Ils ont des projets politiques structurés et qui éventuellement s'incarnent dans une candidature à l'élection présidentielle. Donc je pense que l'affaire n'est pas tout à fait la même. Ça veut dire que, en fait, à l'issue de cette affaire, on a les LR remontés comme des coucous, le groupe majoritaire encore plus fragilisé et divisé. Une gauche remontée. Oui, et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'éventuellement un flanc gauche qui n'a pas pour l'instant les clés de la transformation de cet espace, mais qui potentiellement peut le faire. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment c'est. Tu sais, on disait que c'était le Mozart de la finance, Macron. Non, mais en tout cas, c'est pas un Mozart politique. Hein. Je veux dire, excuse-moi, mais c'est incroyable. Comme calcul politique, je trouve ça incroyable ce qu'il vient de faire. Deuxième sujet, le Parti communiste français. On voulait vous en parler parce que on a noté que depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a eu la rentrée, depuis septembre, il y a eu comme un... C'est pas un changement de ligne ou de direction, mais il y a eu un changement de ton, notamment de la part de Fabien Roussel et de la direction. On se souvient que pendant tout un temps, le grand jeu, c'était de suivre les pics croisés entre Fabien Roussel et Sandrine Rousseau, qui, sujet après sujet, voilà, ils disaient « moi j'aime bien le steak, moi je suis contre le barbecue, blablabla, blablabli, les fémis, je sais pas quoi, flemmards, blablabla », et l'autre qui répondait « Oui, puis la France des allocs. La France des allocs, exactement. Ça, c'était pas forcément contre Sandrine Rousseau, mais en fait, c'était tout ce qui pouvait heurter la gauche, le reste de la gauche, hop, il rentrait dedans, etc. Allez, on y va. Il fissurait la NUPES, il mettait tout le temps des petits coins, etc. Depuis septembre... Ils ont été les premiers à dire qu'ils s'en allaient de la NUPES. Exactement. Enfin, je vais même te dire, c'est pas ils ont été, il a été. Je veux dire, Fabien Roussel a été le premier à dire, à mettre ses distances avec la NUPES. D'ailleurs, parfois, un peu sans prendre vraiment la température dans son groupe, politique et au Parti communiste français qui, après, était derrière. Oui, mais non, en fait, vous savez, c'est pas exactement ce qu'il a dit. Nous, on va continuer d'aller quand même à l'intergroupe et tout ça. Donc voilà, donc il y a un changement. Vas-y, continue sur ce changement qu'on note. Oui, enfin, nous, on a noté que en fait, c'est le PC. D'une part, je pense que le côté provocateur et disruptif de Fabien Roussel, notamment à l'égard de la France insoumise, j'ai l'impression que la rupture étant consommée, ça c'est fait, quoi. Il a coché dans la liste et donc il n'y a plus besoin de passer son temps à provoquer pour marquer la différence avec Jean-Luc Mélenchon. Tout le monde a compris que Fabien Roussel, c'est lui, et Jean-Luc Mélenchon, c'est lui. Et qu'ils ne sont pas tout à fait superposables, même si je pense que... ce que disent les sondages, c'est que dans l'électorat communiste, Mélenchon est populaire, et dans l'électorat LFiste, Fabien Roussel est populaire. Donc il y a bien une espèce d'homogénéité qui s'appellerait la gauche de la gauche, mais en tout cas, l'idée qu'il faut incarner et faire vivre deux sensibilités de la gauche-gauche, je pense que ça, Roussel doit considérer que c'est fait. Et du coup, ce que nous, on a noté, et qu'on voulait vous livrer, c'est là, ces derniers temps, l'élection de Yann Brossa également au Sénat, je pense, contribue à ça. C'est-à-dire que là, Brossa a réussi à faire passer, par un malentendu, un amendement anti-Airbnb au Sénat. Il a lancé une pétition en ligne pour la réquisition des logements pour les gens qui vivent dehors. Et Fabien Roussel a annoncé que le 3 février, il apporterait à Matignon des dizaines de milliers de fiches de paye que les Français voudront bien lui adresser pour insister sur la question de la fiche de paye et donc du salaire. Et donc, d'abord, je trouve que
ils essayent de revenir à quelque chose qui est un peu moins provocateur, c'est-à-dire plus dans la tradition, je dirais leur tradition en tout cas, la tradition communiste, dans ses forces et ses faiblesses d'ailleurs, parce que en l'occurrence, ça s'apparente plus de l'action syndicale, je dirais, militante syndicale, plus que de la proposition politique étayée avec un projet, etc. Mais en tout cas, on est devant, je pense, une tentative tout à l'heure quand je disais il y a quelque chose qui se reconfigure à gauche, et dans ce qui se reconfigure à gauche, il y a ce qui s'est passé autour de cette partie droite du Parti socialiste, excusez-moi pour les caricatures dans la formulation, mais enfin disons les déçus de la Macronie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé du côté de la France insoumise avec une rupture assez claire et une vraie difficulté de Jean-Luc Mélenchon avec une partie des gens qui l'ont soutenu, et que le Parti communiste est en train d'essayer de récupérer une partie de cet espace à sa manière, avec sa culture, sa façon de faire, mais en essayant et bon, le hasard de la vie, des vœux, voilà, on voit du monde, etc. Et moi, j'ai noté que du côté d'un certain nombre de communistes qui avaient été plutôt des soutiens de Jean-Luc Mélenchon, y compris à l'élection présidentielle, qui n'avaient pas soutenu Fabien Roussel, sont en train, d'abord la rupture avec Mélenchon, elle est quand même assez largement consommée, et commence à redevenir, à retrouver un regard intéressé, je dirais, pour l'instant. Donc je ne sais pas où ça va aller, mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'à gauche, les planètes sont en train de se transformer. Il y a des mouvements du côté de la France insoumise d'une part et du côté de la sphère socialiste d'autre part qui bougent. Et pour terminer le brossage de ce paysage, il y a eu aussi le dévoilement des quelques premiers de liste du Parti communiste français. Donc on sait que c'est Léon Desfontaines qui vient de Jeunesse communiste pour les élections européennes. On sait que c'est Léon Desfontaines qui va emmener la liste, hein, mais ça on le sait depuis pas mal de mois. Donc là, il a annoncé que le mouvement d'Emmanuel Morel, qui est un député sortant, qui lui, donc il a son propre petit parti, son propre groupuscule. Emmanuel Morel qui a incarné l'aile gauche du PS, exactement. Une opposition à François Hollande. L'aile gauche du PS, qui a été élu en 2019 sur les listes insoumises, quand même. Hein, ah bon ? Bien sûr, sur la liste de Manon Aubry au Parlement européen. Bah, bien sûr. Bon, bien sûr. Je donc, bah si. Je crois qu'il était déjà sur la liste PC. Non. Parce que Morel, il a déjà soutenu. Il n'y a pas de PC en 2019, si je peux me permettre. T'as raison. Mais oui, c'est vrai. Donc il était élu sur les listes insoumises. Donc il a un peu quitté voilà, ce bâton insoumis au fur et à mesure. Il a soutenu Roussel au présidentiel, comme Lindemann. Exactement, comme Marie-Noëlle Lindemann. Et donc là, il se retrouve à nouveau avec le Parti communiste français. Et dans les 6 premiers noms, voilà, qu'ils ont dévoilés, que Léon Desfontaines et Fabien Roussel ont dévoilés, il y a aussi une élue que je ne connais pas, qui vient du mouvement de Arnaud Montebourg. Donc Arnaud Montebourg a fait un tweet en disant non, mais moi je suis pas associé à ça, mais c'est quand même une élue de son mouvement, Les Engagés, qu'il avait créé il y a quelques années. Donc voilà, c'est pas une recomposition de la gauche avec des grands partis, des machins, mais quand même, enfin, c'est important de noter que à cet endroit-là, avec des petites formations, il y a une espèce de pseudo-recomposition, en tout cas une proposition de dépassement aussi du Parti communiste français sur les bases dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, et dans le genre, je dirais, d'une certaine efficacité politique, peut-être, je ne sais pas jusqu'où elle ira, mais qui me semble être la manifestation du 21 janvier, les 2 dirigeants de journaux qui appellent à cette manifestation pour empêcher la promulgation, enfin pour demander que la loi anti-immigrés, oui c'est ça, ne soit pas promulguée, c'est Edoui Plenel en tant que cofondateur de Mediapart,
et non pas comme directeur de Mediapart d'ailleurs. Donc c'est au titre de son action passée qu'il est signataire, et l'autre signataire c'est Fabien Gay pour l'Humanité. Donc j'ai noté aussi qu'ils étaient assez présents dans cette organisation de la manifestation du 21 janvier. Et l'autre point aussi... Fabien Gay, qui est directeur de l'Humanité et sénateur communiste. Voilà, tout à fait. Et enfin, le dernier point où j'ai senti aussi quelque chose qui est en train d'essayer de se passer, c'est toujours sur la question de la loi immigration, c'est donc au mois de février, à la fin février, autant que je me souvienne, pour vos derniers moments, Macron a décidé de faire rentrer les cendres de Manoukian au Panthéon. Et Pierre Ouzoulias, qui est aussi sénateur communiste des Hauts-de-Seine, est en train d'essayer de faire en sorte que cette commémoration et ce moment politique-là, que Emmanuel Macron ne puisse pas, après ce qu'il vient de faire, en tirer argument pour dire, voyez, je fais place aux immigrés qui ont défendu la France alors qu'il vient de faire cette loi dégueulasse. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il bouge un petit peu au sens d'essayer de marquer sur des territoires différents le logement, le fiche de paye, la question de la loi immigration, la présence de l'Humanité avec sa campagne sur Barghouti, pour la libération de Barghouti, de retrouver de l'initiative politique comme si la chape de plomb qui couvrait depuis une décennie peut-être, et en tout cas récemment, toute initiative du Parti communiste, soit par les conneries de Roussel, qui quand même en a fait de très 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 sévères et de très désagréables contre les intellos, avec des ambiguïtés vraiment pénibles. Là, j'ai l'impression que... Mais finalement, si je puis me permettre le parallèle, c'est un peu la stratégie de Jean-Luc Mélenchon aussi. C'est-à-dire que tu clives avec parfois tes plus proches partenaires, tu clives, et puis au bout d'un moment, tu arrêtes de cliver et tu rassembles. C'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qu'il a eu à la fois... Là, il est dans la période tu clives. Hein. Ah, le Mélenchon, oui. Oui, le Mélenchon. Mais pas Fabien Roussel. Oui, c'est ça. Tu vois, oui. Je veux dire, ils sont dans des temporalités différentes. Et d'ailleurs, moi, je reste persuadé que là, Mélenchon, il clive. Puis on va se rapprocher de 2027, il veut être candidat. Bien et sûr. puis en 2026, il va commencer à dire, bon, allez, maintenant, genre, mes amis socialistes, mes amis vous verts, m'avez tellement etc., manqué. vous m'avez manqué, etc. Donc, je veux dire, c'est des stratégies politiques. Honnêtement, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon, là, en l'espèce et vraiment très spécifiquement, je trouve qu'ils peuvent être comparables, quoi. Tout à fait d'accord. Dernier point, ce qui se passe en ce moment, puisqu'on en est, il y a encore les auditions en ce moment, on est là, il est vendredi après-midi, à La Haye. Donc, l'Afrique du Sud a porté plainte devant la Cour internationale de justice. Attention à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, c'est deux instances très différentes. Dans la Cour internationale de justice, juste pour rappeler, elle est reconnue, ou en tout cas en son membre, beaucoup de pays, y compris les États-Unis et Israël, alors que dans la Cour pénale internationale, vous n'avez ni les États-Unis ni Israël, donc qui ne l'ont pas reconnu. Et je termine le petit point historique, entre guillemets, et statutaire. Pour Israël, c'était très important à l'époque de reconnaître la Cour internationale de justice parce que c'est elle qui dit si c'est un génocide ou pas. Et donc, en tout cas, c'est une de ses prérogatives, entre autres. Et donc, elle avait reconnu, elle fait partie des instances qui avaient reconnu que entre 40 et 45, il y avait eu un génocide juif. Donc, c'est important qu'Israël y soit. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui porte plainte contre Israël pour précisément un génocide. Donc c'est quelque chose de très important. Moi, je voudrais commencer par regretter que la couverture médiatique de ce qui se passe à La Haye soit un peu... Est-ce qu'on peut dire une chose avant? Parce que la Cour internationale de justice, tu vas me dire si je me trompe, mais ça met en œuvre des accusations où ce sont des États qui accusent. Exactement. Et ce sont des États qui sont accusés. Ce sont des États. Donc, dans la Cour pénale internationale, ce sont des personnes qui peuvent être
mis en prison, ce qui n'est pas le cas, évidemment, pour la Cour internationale de justice. Et dans la Cour internationale de justice... Elle n'a pas de moyens coercitifs, d'autant plus que ce sont des États qui s'opposent à des États dans cette Cour internationale de justice. Et les Donc ça membres... fait quand même une grosse différence. Elle est beaucoup plus politique, finalement, d'une certaine manière. La Cour internationale de justice met en cause... ce sont des États qui mettent en cause d'autres États. Et même dans sa composition, c'est une composition internationale, c'est-à-dire que les juges sont des juges qui sont nommés par les pays, alors que dans la Cour pénale internationale, ce sont des juges qui sont... c'est en fonction de leur carrière, etc. Là, le juge français, il va faire ce que la France lui dit de faire. Le juge américain, il va faire ce que les États-Unis lui disent de faire, etc. Le gouvernement. Ce que le gouvernement américain et le gouvernement français leur disent de faire. Voilà. C'est vrai que c'est une grosse différence. C'est une grosse différence. C'est une cour politique. C'est pour ça que c'est très intéressant que l'Afrique du Sud ait décidé de porter plainte devant cette cour. Exactement. Avec la légitimité qui est celle de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, exactement, avec son passé encore récent, jusque dans les années 90, de situation d'apartheid dans son pays. Moi, d'abord, je reviens sur mon point médiatique parce que je pense que c'est assez grave et ça dit quelque chose finalement de la façon dont on s'organise, on va dire, le débat public. Le remaniement a occupé toute l'actualité, à la fois des journaux que je lis, de la télé et même à la radio. Et je trouve ça très dommageable qu'il n'y ait eu qu'un espace très réduit pour parler de ce qui se passe dans cette Cour internationale de justice. Mais je voyais des confrères britanniques qui notaient la même chose, qui disaient c'est absolument scandaleux qu'il n'y ait pas de retransmission en direct, par exemple, des auditions sur la BBC, des auditions de ce qui se passe à La Haye et des journalistes qui s'en plaignaient dans le Guardian. Quand même, donc il disait c'est quand même pas à la hauteur de nos démocraties. Donc ça voilà, c'est pour la parenthèse critique des médias. Alors la question c'est de savoir, bon pour l'instant là je vois il y a des gens qui essayent de calculer parce qu'il y a 15 juges. Qui sont avec 15 pays, le président étant américain. Il y a 15 pays qui vont pouvoir statuer, donc il faut au moins une majorité de 8 juges sur 15 pour que la plainte soit suivie d'une décision. Ça paraît assez mal embouché pour l'instant, c'est-à-dire que quand on regarde les pays, etc., il y a des gens qui ont des petits calculs, on arrive plutôt à 6 ou 7 qui sont pour la plainte, enfin qui valident le fait que ce qui est en train de se passer en Israël est un génocide, donc pas de majorité qualifiée. Ce qui aboutirait à un déboutement de la plainte. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a quand même une instruction et un argumentaire en fait qui est développé, notamment par l'Afrique du Sud. Ça a eu lieu jeudi. Hier. Un argumentaire et des faits en fait qui sont avancés, qui sont structurés, et pour essayer de démontrer que ce qui est en train de se passer à Gaza notamment est un génocide, qui sont très intéressants, très éclairants, c'est pour ça que je trouve ça dommage que ça en soit, on n'en parle pas plus, mais très éclairants et qui, j'espère, même si ça n'aboutit pas, participeront d'offrir un meilleur éclairage en fait sur ce qui se passe en Palestine. Parce que c'est vraiment toute la spécificité de ce qui est en train de se passer actuellement en Palestine. Tu sais, il y a eu des génocides de par le passé, mais c'était pas à l'ère des réseaux sociaux, c'était pas à l'ère d'Internet, c'était pas à l'ère du journalisme 24 heures sur 24, etc. Il y en a eu des plus récents, ou des conflits en fait plus récents. Oui, ce que j'allais dire, il n'y a pas non plus 60 génocides. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais c'est pas forcément des génocides. J'allais dire, il y a eu des conflits armés très violents. Par exemple, ce qui se passe au Yémen est particulièrement violent. Il y a des gens qui essayent de le documenter. D'ailleurs, je pense qu'il mériterait d'être plus documenté, ce qui se passe au Yémen, mais il n'y a pas autant d'attention. Là, il y a une attention qui est très importante. Je veux dire, nos réseaux sociaux, nos médias sont saturés et c'est heureux, enfin moi je pense, par ce qu'il se passe à Gaza et plus largement en Palestine.
Pour autant, derrière, et il y a une émotion, du coup, qui est corrélée à ce flux d'informations, d'images, etc. L'émotion derrière, mais des gouvernements, pour le coup, et là je vais reprendre la grille de lecture de Bertrand Badi, hein, le poétiste spécialiste des relations internationales, il y a une décorrélation en fait entre ce qui se passe dans les sociétés, les émotions des sociétés, la volonté aussi des sociétés dans ce qu'on appelle la communauté internationale et les États. Et là, les États, en fait, ils bloquent. C'est-à-dire qu'ils reculent, ils ne veulent pas s'engager. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est les pays arabes. Dans les pays arabes, tu as des sociétés qui sont en mouvement, qui sont dans la rue, qui sortent tous le drapeau palestinien. Et derrière, tu as des représentants des gouvernements, en ce qui concerne le Maroc, un roi, etc., qui, eux, sont beaucoup plus modérés, etc., qui veulent pas tellement s'engager, qui veulent pas utiliser les mêmes mots en fait que la société pour juger ce qu'il se passe en Palestine. Et c'est la même chose en France. Je veux dire, en France, tu as une société civile organisée, tu as des mouvements en fait dans la société qui disent maintenant stop, maintenant genre ce qui se passe, il faut que la France ait une voix ferme. Et derrière, tu as à la fois une ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui est sortie, qui a été remplacée par Stéphane Séjourné, mais Catherine Colonna ou Emmanuel Macron, hein, le président de la République, qui ont des mots qui sont beaucoup plus, comment on dit, arrondis, mijaurés, etc. Enfin, je veux dire, comme diraient les jeunes, ils disent pas assez les termes. Ou en tout cas, ils disent les termes de façon moins forte, sous prétexte de diplomatie, sous prétexte de relations interétatiques, etc. Voilà. Et là, j'observe en fait ce hiatus profond entre la société qui pense, qui dit des choses, et d'autre part, les gouvernants qui sont censés prendre des décisions fortes. Alors moi, je suis pas totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. La première chose que je veux dire, c'est que cette Cour de justice, je note quand même qu'elle se réunit relativement vite. Et ça, je trouve ça plutôt, dans ce moment totalement désastreux, où il n'y a aucune bonne nouvelle à se mettre sous la dent, là, il y a quelque chose qui se passe avec, finalement, quelque chose à l'échelle internationale qui dit la loi, qui dit la règle, que je trouve salutaire. La deuxième chose, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que des génocides, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup de reconnus. Il y en a eu 3. Oh. Il y a le génocide arménien, le génocide juif et le génocide contre les Tutsis. Donc ça fait 3. Ça fait pas... voilà. Donc génocide, il faut argumenter. Alors, il y a une campagne internationale pour dire également que les Ouïghours seraient victimes d'un génocide, mais pour l'instant, au plan international, ça n'a pas été ratifié. Alors, on peut dire que ça n'a pas été ratifié parce que c'est la Chine qui dirige et que donc on ne s'attaque pas impunément à une puissance comme celle de la Chine. Mais je parle des génocides du XXe siècle. Hein. 20e, 21e. Pour les Ouïghours. Voilà, pour les Ouïghours. Mais ce que je veux dire, c'est que le terme de génocide est un terme... Alors, je ne suis pas une juriste et je ne suis pas une spécialiste de ce sujet-là. Donc, je note que il y a une intention de détruire un peuple, une civilisation, une culture, jusqu'au dernier, de façon méthodique et systématique. Donc, est-ce que c'est ça qui est l'intention du gouvernement israélien? C'est ça qui se discute. Oui. Et je trouve ça intéressant comme discussion. Mon opinion n'est pas complètement faite. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que d'abord, évidemment, Israël ne se confond pas avec son gouvernement d'extrême droite. Et quand je dis Israël ne se confond pas avec son gouvernement, c'est-à-dire qu'y compris son armée ne se confond pas avec son gouvernement d'extrême droite. Ce qui se passe sur place, est-ce qu'il y a une volonté de tuer systématiquement, d'éliminer
physiquement le peuple palestinien jusqu'au dernier. Moi, je pense qu'il y a une volonté coloniale et de conquête du territoire, d'évacuation et de virer les Palestiniens. Est-ce que c'est la politique officielle? Il y a des ministres d'extrême droite qui le disent. C'est pas officiellement la politique d'Israël. Enfin, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi je dis ça? C'est que je trouve que la prudence que tu as dit un terme, tu as dit c'est mijorer. Je trouve qu'on est dans un moment où c'est tellement tendu qu'avant de dire que c'est génocidaire, moi je ne l'emploie pas. Je préfère parler de la chose, je préfère dire ce qui se passe. Tu vois, c'est-à-dire qu'en effet, on l'a déjà dit à de nombreux débriefs ici, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de destruction systématique des infrastructures qui permettrait aux Palestiniens de se reconstruire. C'est-à-dire vraiment, il y a un pilonnage absolument systématique. Il y a la volonté qui ne débouchera pas de les faire partir du côté de l'Égypte. Le gouvernement égyptien n'en veut pas. Donc pour l'instant, cette porte-là n'est pas ouverte. Je préfère... Voilà, ce que je veux dire, c'est que je préfère parler de la chose dans le moment dans lequel nous sommes, là, dans les 4 mois. Nous sommes dans le moment de la guerre. Et la définition, d'abord, je ne me sens pas à l'aise pour le dire. Et ensuite, comment dire, je ne veux pas mettre des mots qui font qu'après, on ne peut plus se parler. Mais alors, moi, juste pour mettre les choses au clair, je ne disais pas il faut absolument qu'Emmanuel Macron utilise le mot de génocide. Moi, ce que je pense, c'est que Emmanuel Macron, en tant que... j'allais dire chef de la diplomatie française, parce qu'il l'est de fait, en tant que chef de la diplomatie d'un des pays les plus importants de l'Union européenne, il devrait avoir comme mot d'ordre principal, il faut un cessez-le-feu immédiat, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il ne dit pas. Oui, mais ça sort de nos débats sur la Cour de justice. Oui, mais en fait, il faut. Oui, mais c'est ça que je disais. Je disais pas il faut qu'il dise le mot génocide. Il faut la paix et la justice pour les Palestiniens. Et la paix et la justice pour les Israéliens, elle ne passe pas par un bombardement à l'aveugle de l'ensemble du territoire de Gaza, mais elle passe par la reconnaissance et de la dignité des Gazaouis et des Palestiniens en général. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et ça, il ne le fait pas. Et oui, ça, je suis totalement d'accord. Après, non, mais je parlais juste de la Cour de justice. Par rapport au génocide, la question du génocide. Par rapport au génocide, Jean Quatremer, qui est un journaliste spécialiste de l'Europe à Libération, a produit un raisonnement que j'ai trouvé très intéressant. Il a rappelé les prémices et le développement de la dynamique génocidaire nazie. Et il a expliqué en 1933, lorsque Adolf Hitler arrive au pouvoir, les premières décisions qu'il prend à l'encontre des Juifs, c'est pas la solution finale. Il dit pas on va les tuer jusqu'au dernier. La proposition en fait qui est faite, qui est terrible par Adolf Hitler et son gouvernement, c'est de dire d'abord on va les empêcher de travailler. On va les empêcher, on va aller, ce qui a buté à la nuit de cristal, etc. On va piller leur boutique, leur commerce, on va leur interdire certains emplois, etc. On va les empêcher d'avoir des logements, etc. Comme ça, ils vont partir. Donc la première proposition, c'est ils vont partir. La deuxième proposition, la deuxième étape, c'est de dire, bon, comme ils partaient pas tous, il dit, on va prendre un endroit dans le monde, alors ils ont pensé à Madagascar ou à d'autres endroits du monde, et on va tous les mettre là-bas. Comme ça, on va s'en débarrasser, ils seront plus sur le territoire allemand. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça a été la solution finale, bon, bah, on va tous les zigouiller jusqu'au dernier. Et donc, ce que le point en fait sur lequel met le doigt Jean Quatremer, c'est une dynamique avec une gradation. Et là, aujourd'hui, tu dis, est-ce que l'objectif du gouvernement israélien ou du gouvernement d'extrême droite israélien, c'est de tuer tous les Palestiniens jusqu'au dernier? Je n'en suis pas certain aujourd'hui. En revanche, la proposition a été faite de leur dire maintenant vous allez migrer, vous allez dégager autre part, en Égypte, etc. Mais vous n'avez plus rien à foutre sur le territoire par exemple gazaoui. Je pense que là, on est
le mot génocide, il peut prêter à débat, etc. Et je trouve ça intéressant. En revanche, le terme de nettoyage ethnique, dans le nord de la bande de Gaza, dans une grande partie de la bande de Gaza, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un nettoyage ethnique. Et ça, ce que dit Jean Quatremer, c'est que c'est la première étape. Mais jusqu'à où ils vont aller, en fait? Et c'est ça, et c'est là qu'est le danger. Non mais Pablo, l'enjeu dans notre discussion n'est pas de savoir si je pense qu'il faut que ça s'arrête ou pas. D'accord? Je te rassure tout de suite, je pense que ce n'est pas bien ce qui se passe, et je pense qu'il faut que ça s'arrête. Je pense qu'il faut un cessez-le-feu, et il faut trouver une solution. D'ailleurs, là, on a un bouquin. Hop. Un livre qui a été écrit par Shlomo Sand, dont tu nous avais déjà parlé, Pablo, qui est Deux peuples pour un État, qui est un livre intéressant de réflexion de Shlomo Sand, donc un historien israélien, sur la question, au fond, c'est une discussion qu'on avait eue, tu nous avais alerté sur cette idée qui se discute un peu sur est-ce qu'au fond on peut avoir deux peuples, deux États, ou un État binational, qui semble être la proposition que Shlomo Sand fait et dont qu'il essaye d'enraciner chez les penseurs juifs et sionistes, en disant au fond, si on suit même Hannah Arendt, on sait que ce n'est pas possible d'avoir un État juif dans cette région qui ne soit pas d'entrée de jeu binational. Bref, il y a la question de quelle est la solution, il n'y a aucun doute, et c'est ça que je veux dire quand je dis tout à l'heure ce que je trouve bien dans la mobilisation de la Cour de justice internationale, c'est qu'il y a un lieu, à défaut que ce soit au Conseil de sécurité, il y a un lieu où on essaie de trouver quelque chose qui relève du droit international et qui essaie de faire émerger les raisons de dire qu'il faut que ça s'arrête, cette guerre doit s'arrêter, et qu'il faut qu'on trouve une solution d'abord parce que oui, et puis alors la reconstruction de Gaza, je te dis pas quoi, tu vois, ça va être quand même un sujet d'ampleur, mais c'est pas simplement une reconstruction matérielle, quoi. Il va falloir une reconstruction politique pour Gaza et pour la Cisjordanie, et comment ça peut vivre, exister, dans quel périmètre, etc. Ça, je pense que c'est... Voilà, on ne sait pas, on suit, en tout cas, ceux qui se travaillent et se mobilisent sur ce sujet. Mais ce qui est aussi important pour terminer sur la Cour internationale de justice, c'est que se jouent aussi des rapports de force internationaux. Et c'est important de bien voir que ce qui se passe au Proche-Orient depuis maintenant 75 ans, une des causes... ça a été la communauté internationale. C'est la communauté internationale qui a posé les frontières de 48 et qui a fait qu'il y a eu cette fameuse Nakba, c'est-à-dire 800 000 Palestiniens sur 1,5 million, sur une population de 1,5 million, qui ont dû bouger pour pouvoir installer des Israéliens. Et cette question a été posée par la communauté internationale. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proposition qui est aussi au niveau de la communauté internationale. Donc, c'est pas une proposition de résolution, mais c'est une proposition au moins de cadre pour discuter de cette question. C'est-à-dire que, évidemment, il y a la lutte des Palestiniens pour leur dignité, pour leur liberté, pour leur droit à un État, effectivement, et il est important de les soutenir en ce sens. Mais il y a aussi, au niveau de la communauté internationale, nous, c'est le niveau où on se situe. Nous, on n'est pas palestiniens, on n'est pas sur le terrain. En revanche, on peut agir aujourd'hui sur nos représentants, en l'occurrence Emmanuel Macron, etc., pour qu'ils poussent au niveau de la communauté internationale. À la fois, nous, on est intégrés dans une alliance régionale qui s'appelle l'Union européenne. On est partie prenante d'institutions internationales où on a un rôle éminent, notamment à l'ONU avec le Conseil de sécurité. C'est dans ces endroits-là, en fait, qu'il faut qu'on agisse le plus fortement. Après, on a aussi des relations bilatérales avec Israël. La France est un partenaire d'Israël. Donc je pense que là aussi, comme on a pensé à des trains de sanctions contre la Russie, on pourrait penser à des trains de sanctions contre Israël, sachant que je pense qu'on pourrait plutôt viser genre les gouvernements d'Israël, les membres du gouvernement d'Israël, comme on l'a fait avec les membres de la nomenclatura russe. Moi, je pense qu'on pourrait geler leurs comptes, etc., pour de potentiels crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis sous nos yeux à Gaza, voire en Cisjordanie. Donc,
Voilà, c'est là-dessus en fait que nous on doit agir, c'est là-dessus qu'on doit construire en fait le rapport de force. C'est-à-dire que le rapport de force il se fait aussi au niveau de la communauté internationale et j'en finirai là-dessus. C'est un endroit en plus où on peut gagner. Enfin, je veux dire, pour le coup, il y a quand même une coalition de beaucoup de pays qui se sont rangés en fait du côté de la lutte du peuple palestinien. Maintenant, il s'agit de convaincre les pays du Nord qu'il n'y a pas d'avenir de paix dans le Proche-Orient sans la liberté et la justice pour le peuple palestinien. Les sociétés civiles, comme je disais, elles sont en train de bouger, y compris dans l'Union européenne. Donc, voilà, il faut pousser à cet endroit-là. Le problème, c'est la lenteur. Tu as dit, la Cour internationale de justice, elle s'est réunie très vite. Et c'est heureux. En revanche, que les sociétés arrivent à faire bouger en fait leur gouvernement pour qu'ils changent, genre ils passent d'un soutien inconditionnel à Israël à non mais maintenant stop, il faut le cesser le feu. Ça c'est plus compliqué. Ça peut passer par des élections, ça peut passer par des mobilisations, mais aujourd'hui, quand je vois l'inertie en fait de nos hommes et de nos femmes politiques qui nous dirigent, je suis un peu catastrophé parce que là-bas il y a un massacre, une dynamique génocidaire qui est en cours et on est là, on regarde ça avec les bras ballants, c'est absolument terrible, ça serre le cœur et c'est vraiment à vomir. Hein. Comme disait Nelson Mandela, nous ne serons pas libres tant que les Palestiniens ne seront pas libres. Je voulais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, je vais juste rajouter un tout petit point qui est intéressant à noter, c'est que cette initiative a été prise par l'Afrique du Sud et que l'Afrique du Sud, c'est un des éminents membres des BRICS. Donc cette coalition de pays du Sud, dits du Sud, hein, parce qu'ils sont, je ne sais pas très bien si la Chine et la Russie font partie du Sud, mais en tout cas dans les BRICS, il y a des pays qui étaient avant émergents, en tout cas qui ne font pas partie du Nord occidental et qui se coalisent pour exister dans l'espace international notamment, et que là c'est une initiative qui est prise par l'un d'entre eux. Et je vous renvoie au numéro qu'on est en train de mettre sous presse, dans lequel il y a notre dossier sera consacré à cette question de l'émergence de ce Sud global et d'essayer d'en comprendre ses dynamiques, ses contours, ses forces et ses limites. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez le commander. Voilà, on envoie cette semaine. Et sur ce, à la semaine prochaine. Salut à tous.